Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le gouvernement nouvellement formé a tenu sa première réunion au palais présidentiel de Baabda et le comité ministériel chargé de rédiger la déclaration ministérielle a entamé l'élaboration du texte fondateur sur la base duquel le Parlement devra accorder sa confiance au nouveau cabinet. Le comité ministériel chargé de la rédaction de la déclaration ministérielle a été formé. Il est présidé par le Premier ministre Nawaf Salam et composé du vice-premier ministre Tariq Mitri et des ministres Yasmin Jaber, Ghassan Salameh, Faiz Rassami et Joaïs Al-Khouri. La déclaration ministérielle est supposée définir les politiques et les positions du gouvernement à l'égard d'un large éventail de défis, en l'occurrence des défis urgents tels que combler les vides et les vacances dans les postes administratifs, comme la gouvernance de la Banque centrale du Liban et le commandement de l'armée, et traiter les dossiers de l'énergie, de l'électricité, de l'eau et des routes, ainsi que la crise financière et économique. Mais aussi la lutte contre la corruption, la réforme de l'administration, en particulier du système judiciaire et la reconstruction. La déclaration ministérielle devra aussi souligner la question de la souveraineté, à savoir la mise en œuvre de la résolution 1701 et des résolutions internationales connexes et la mise en application complète de l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, ce qui implique le retrait complet d'Israël du Liban Sud et le déploiement de l'armée libanaise sur tout le territoire. Les principaux dossiers dont le gouvernement de la réforme et du sauvetage assumera la charge seront abordés par le Premier ministre Nawaf Salam à la fin de son premier jour en fonction, lors de sa première interview télévisée diffusée à 20h30 sur Télé Liban. La trêve à Gaza est mise à l'épreuve après les menaces du président américain Donald Trump. Celui-ci a promis un enfer à Gaza si les otages israéliens ne sont pas libérés. Le président américain Donald Trump a qualifié de terrible la menace du Hamas de retarder la libération des otages israéliens, menaçant le mouvement palestinien d'un véritable enfer si tous les otages ne sont pas libérés d'ici samedi. Il a suggéré qu'Israël annule l'accord de cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza depuis le 19 janvier si le Hamas ne libère pas tous les otages d'ici samedi prochain à midi, que la trêve soit annulée et que les portes de l'enfer soient ouvertes, a-t-il clamé. Le Hamas a répondu au président américain en affirmant que le langage des menaces est sans valeur et ne fait que compliquer les choses et qu'un accord de trêve doit être respecté par les deux parties, Israël et le Hamas, et que c'est le seul moyen de faire revenir les prisonniers. Ces otages ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Après 15 mois de guerre dans le territoire palestinien assiégé par Israël, un accord de trêve est entré en vigueur le 19 janvier, prévoyant l'arrêt des hostilités, la libération des otages contre des prisonniers palestiniens et une aide humanitaire accrue à Gaza. Mais lundi, le Hamas a menacé de reporter la prochaine libération des otages prévue samedi dans le cadre de l'accord de trêve, en accusant Israël de la violer. Il a assuré que la porte reste ouverte pour une libération samedi si Israël s'acquitte de ses obligations. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a aussitôt ordonné à son armée de se préparer à tous les scénarios et envoyer des renforts autour de la bande de Gaza. Depuis le début de la trêve, 16 otages israéliens ont été libérés en échange de 765 prisonniers palestiniens. 73 otages sont toujours retenus à Gaza, dont au moins 35 sont morts selon l'armée. La deuxième phase du cessez-le-feu est censée aboutir à la libération de tous les otages et à la fin définitive de la guerre avant une étape finale dédiée à la reconstruction de Gaza. Les négociations sur la deuxième phase qui aurait dû déjà être en cours selon l'accord n'ont pas encore commencé. Dans ce contexte de menace, Donald Trump, qui prône une prise en main américaine de Gaza, est un déplacement de ses quelques 2 millions d'habitants et demi hors du territoire, notamment en Jordanie ou en Égypte, a rencontré le roi Abdallah II de Jordanie. Le plan de Donald Trump a soulevé un tollé international et a été rejeté par les Palestiniens, la Jordanie et l'Égypte.
Aussi Trump a-t-il averti qu'il envisageait d'arrêter les aides à l'Égypte et à la Jordanie si elle refuse d'accueillir des Palestiniens, ce que les deux pays ont jusqu'à présent refusé de faire. Le roi de Jordanie avait affirmé le rejet par son pays de toute tentative d'annexer des terres et de déplacer des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie et son adhésion à la nécessité de stabiliser les Palestiniens sur leurs terres. De même, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a appelé la reconstruction de Gaza sans déplacer les Palestiniens. Le président égyptien a réaffirmé que la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël était la seule garantie de parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a aussi rejeté tout compromis qui porterait atteinte aux droits des Palestiniens, y compris à leur droit de rester sur leur terre, après une rencontre avec le chef de la diplomatie Abdel Hati avec son homologue américain Marco Rubio à Washington. Le président américain Trump fait parler de lui à toute occasion au point de monopoliser l'actualité. Il a évoqué la possibilité que l'Ukraine devienne russe un jour et la nécessité de sécuriser l'argent versé à Kiev. À quelques jours du 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, Donald Trump a relancé la polémique autour de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Il a affirmé sur Fox News vouloir obtenir un accès aux terres rares ukrainiennes, expliquant que Washington devait sécuriser l'argent versé, faute de certitude sur l'issue du conflit. « Je veux récupérer cet argent », a-t-il dit, ajoutant avoir réclamé à Kiev l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares, des métaux notamment utilisés dans l'électronique. Volodymyr Zelensky, qui a longtemps rejeté l'idée de négociation, affirmant vouloir battre la Russie sur le champ de bataille, confronte difficilement l'offensive russe et craint de voir tarir l'aide américaine. Il a assuré que son pays était prêt à recevoir des investissements d'entreprises américaines, soulignant toutefois qu'une partie de nos ressources minérales se trouve en zone occupée, environ 20% du territoire ukrainien étant encore contrôlé par la Russie. Le Kremlin a pour sa part jugé qu'une partie significative de l'Ukraine voulant être russe et s'est montré satisfait des propos de Donald Trump. Et apparaît un autre genre de confrontation au sommet de l'intelligence artificielle où deux visions du monde s'affrontent. Censé trouver une position commune vers une intelligence artificielle plus éthique et contrôlée, le sommet de Paris sur l'IA a vu s'affronter deux visions du monde puisque les États-Unis ont appelé à limiter la régularisation pour ne pas tuer une industrie en plein essor qu'ils dominent. Le sommet a été marqué par le discours très offensif du vice-président américain J.D. Vance, discours qui a suivi l'annonce de Stargate, un plan d'investissement dans l'intelligence artificielle américaine à hauteur de 500 milliards de dollars. Contrairement à l'Europe, qui veut définir un cadre au développement de l'intelligence artificielle, il a souhaité faire tous les efforts possibles pour encourager les politico pro-croissance en la matière. En réponse aux ambitions américaines, l'Union européenne a annoncé son souhait de mobiliser 200 milliards d'euros pour des investissements dans l'intelligence artificielle en Europe. Et 61 pays, sans les États-Unis ni le Royaume-Uni, se sont accordés pour une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Ils ont signé une déclaration en ce sens publiée à l'issue du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Plusieurs séismes, dont le plus fort d'une magnitude de 5,2, ont de nouveau secoué l'île grecque de Santorin et sa voisine Amorgos. Ces séismes ont été ressentis jusqu'à Athènes, à plus de 200 km de l'épicentre, et n'ont provoqué ni dégâts ni blessés. Les experts, tout en se montrant rassurants, estiment que cette séquence sismique qui a poussé plus de 11 000 personnes à quitter Santorin depuis le début de février pourrait durer encore des semaines. Plus de 12 800 tremblements de terre ont été enregistrés entre le 26 janvier et le 8 février dans la zone maritime entre ces deux îles touristiques de l'archipel des Cyclades, selon le laboratoire de sismologie de l'Université d'Athènes. Le golfe du Mexique devient le golfe d'Amérique sur Google Maps, d'après le désir du président américain Donald Trump. Google Maps a changé le nom du golfe du Mexique, rebaptisé Golfe d'Amérique, conformément au désir de Trump.
Gulf of America, s'est exclamé Trump sur son réseau social Truth Social avec une photo de la carte modifiée de Google Maps et un lien renvoyant vers sa proclamation de dimanche, faisant du 9 février la journée du Golfe d'Amérique. Le compte officiel de la Maison-Blanche sur X a de son côté publié le message suivant « Gulf of America on Google Maps ». Les utilisateurs basés au Mexique ont, eux, conservé la dénomination Golfe du Mexique selon la volonté du gouvernement mexicain. Dans d'autres pays, on voit les deux noms. Google avait expliqué fin janvier que les changements de nom étaient appliqués suivant les sources gouvernementales officielles. Après des années d'exode, une poignée d'habitants de Palmyre, en Syrie, ont retrouvé leur ville, surnommée la perle du désert, qui a résisté avec ses monuments historiques aux horreurs de la guerre en Syrie. Après des années d'exil, quelques habitants reviennent peu à peu à Palmyre, ville historique de Syrie, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ravagée par la guerre et l'occupation du groupe État islamique, la ville a perdu une grande partie de ses monuments et de sa population. Aujourd'hui, ceux qui rentrent trouvent une ville marquée par les destructions, bâtiments en ruine, routes abîmées et services de base presque inexistants. Malgré ces difficultés, ils tentent de reconstruire leur maison et de reprendre une vie normale, avec peu de moyens, mais beaucoup d'espoir. En parallèle, des travaux sont en cours pour restaurer les vestiges antiques qui ont survécu aux attaques. Si Palmyre reste un symbole de résilience, son avenir dépendra des efforts de reconstruction et du soutien des habitants qui choisissent d'y retourner. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.